Tout au long de nos vies, nous sommes amenés à occuper des rôles sociaux. Chacun commence par fils ou fille et écolier, pour la plus grande partie de notre temps. Puis, à la fin de la scolarité, nous occupons de nouveaux rôles sociaux, comme père, mère, professeur, cadre, usineur, sportif ou n'importe quelle activité qui prend une part importante de notre temps. Dans ces activités, donc dans ces rôles sociaux, on attendra de nous un comportement adapté. Par exemple, on recommandera au professeur d'être pédagogue, à l'hôtesse d'être serviable et à l'élève d'être assidu. En France, le rôle social d'élève est imposé jusqu'à 16 ans. Il permet d'apprendre de nouveaux rôles sociaux à partir de celui-ci. L'éducation nationale permet aussi de faire partager un ensemble de normes, de règles de vie à ne pas enfreindre et de valeurs, une éthique. Elle a donc pour objectif de préparer à la vie active. Mais penchons-nous un peu sur cette école. Même si l'école gratuite et obligatoire date de 1882, l'idée d'une éducation nationale date de la Première République. Et ce sera le projet d'école de Condorcet qui sera choisi. C'est ainsi qu'elle se construira à partir de son écrit sur la nécessité de l'instruction publique datant de 1793. Ce projet vise d'abord à donner un savoir minimal à tous les citoyens. Aujourd'hui, ce savoir minimal est censé être acquis à la troisième, à la fin du collège, ou à la seconde, puisque c'est à partir de ces moments-là qu'il va y avoir différentes orientations. Et ensuite, le second objectif de son école est qu'elle doit permettre à celui qui en possède les capacités de s'enrichir intellectuellement aussi loin qu'il le peut. D'où nos études supérieures et nos grandes écoles qui n'existent que dans quelques pays dans le monde. En évoluant selon ces lignes de conduite, l'école a construit un système de notation. Ce n'est pas encore une hiérarchie, mais à partir du choix de la filière, pour le lycée, on a une première spécialisation, puis après le bac, les études supérieures vont faire une seconde spécialisation. Le choix des orientations peut être choisi, mais l'on ne peut pas rejoindre n'importe quelle filière selon ses résultats. Par le biais de ce système, l'éducation nationale est garante d'une certaine stabilité économique. Il suffit d'ajuster la difficulté sur une moyenne où les élèves seraient contraints de s'orienter pour remplir un minimum chaque filière. Ces filières mènent à un diplôme et ces diplômes vont soit permettre des études encore supérieures ou soit permettre de trouver un emploi. En théorie, rien ne nous empêche d'occuper n'importe quel emploi, de monter son entreprise ou d'occuper un poste politique après n'importe quelle filière, sauf pour la plupart des postes de fonctionnaires dans lesquels un certain niveau est requis. Mais dans la pratique, les diplômes sont les premières choses à mettre en avant pour une embauche. Pour la création d'une entreprise, chaque étude offre un bagage différent face à la gestion. Et pour les postes politiques, chaque filière ne nous donne pas le même savoir politique, rendant certains plus aptes à assumer un rôle politique et à faire de bons choix que d'autres. Or, j'observe au moins 3 problèmes majeurs qui fondent des inégalités dans la vie active dès la scolarité. Premièrement, la formation en entreprise s'est fortement réduite, plaçant ainsi l'école au premier rang de la formation. Or, il est très difficile de se réorienter et de reprendre ses études une fois entré dans la vie active. De cette façon, le rôle social que nous occupons est presque irréversible. Secondement, l'accessibilité aux filières de gestion et d'économie à une quantité d'élèves limitée donne des chances de faire marcher une entreprise à une minorité de personnes. Alors que s'enrichir grâce à une entreprise, donc à des capitaux, est un moyen de vivre sans fournir aucun travail, c'est le fait de posséder l'appareil de production qui nous autorise à avoir l'usage exclusif de la production des employés. Et troisièmement, après nos études, nous ne sommes pas tous aussi aptes à disposer du droit de vote et de disposer d'un pouvoir politique, alors que le projet de Condorcet imposait lui-même d'apprendre à tous les citoyens à disposer de leurs droits sans se faire aliéner. Cet apprentissage était censé se faire au même moment que celui où l'on transmet un certain nombre de normes et de valeurs, dans un enseignement commun. D'ailleurs, dans l'école selon Condorcet, par Jean Douchement, on retrouve de la parole de Condorcet. À cette fin, il convient de définir une instruction minimale commune à tous les citoyens, telle qu'aucun d'eux ne puisse devenir victime d'autres mystifications religieuses, économiques, juridiques, politiques. Jean Douchement met en note à ceci: l'école selon Condorcet, c'est la fin des charlatans. Le terme minimal ne signifie nul rabais du niveau scolaire. Au contraire,
Il ne s'agit certes pas de faire de tous les citoyens des savants, mais d'élever le niveau des connaissances jusqu'au seuil au-dessus duquel toutes les aliénations et les manipulations deviennent impossibles. Pour rendre réelle l'égalité des droits, il faut que chacun soit assez instruit pour exercer par lui-même et sans se soumettre aveuglément à la raison d'autrui, ce dont la loi lui a garanti la jouissance. Loin de l'idée que l'école républicaine doive s'accommoder d'une médiocrité intellectuelle qui s'accroît avec le nombre des scolarisés. Le projet de Condorcet consiste à chercher, au contraire, comment optimiser l'efficacité de l'école. Bref, faire que ceux qui seront dits citoyens méritent ce nom et soient réellement égaux entre eux. Sinon, en savoir, sauf en savoir minimal commun, du moins en capacité de jugement et en capacité de perfectionnement indéfinie, la République n'est réellement démocratique qu'à cette condition. Finalement, le système d'éducation nationale est un excellent moyen de transmettre une base de connaissances communes à une grande quantité d'individus. Elle permet de les faire cohabiter dans une société qui peut évoluer en modifiant l'apport de connaissances faites à la population. De cette façon, l'expérience de toute la société peut être considérée comme un acquis pour les générations à venir. Une éducation nationale est même peut-être un moyen pour l'humanité de dépasser le niveau d'évolution relatif observé jusqu'alors dans nos sociétés. Mais au fond, l'éducation se base sur la capacité qui a permis à l'être humain d'arriver en haut de sa chaîne alimentaire, la capacité d'apprendre pour se comporter selon les acquis dans le but d'améliorer notre niveau de vie. Or, cette capacité peut s'exprimer dans d'autres domaines que l'évolution technologique. Elle peut aussi s'utiliser pour faire évoluer l'organisation d'une société et sa politique. En interprétant les objectifs de Condorcet, on peut en déduire que si tous les individus pouvaient voter en connaissance de cause, que tous peuvent se présenter, que tous aient reçu les valeurs de l'altruisme et de l'empathie, alors la volonté de tous devrait être proche de l'intérêt général. Ce qui signifie que vu que la République est l'intérêt général et que la démocratie est le pouvoir politique égal pour tous, alors c'est par l'éducation pour la démocratie que nous arriverons à la République. Mais pour l'instant, de nombreux enseignants se retrouvent à essayer de faire de l'égalité avec un système qui a pour but de créer de la concurrence et une hiérarchie. Les entreprises ont réussi à donner la charge de donner une formation au travail aux écoles. La formation en entreprise commence à reprendre de l'effet, mais cependant, nous restons bien loin des niveaux de formation d'après la Seconde Guerre mondiale, période des 30 Glorieuses, pendant laquelle il n'y avait pas assez de diplômés. Et ce, car dans un optique de concurrence internationale, le lucratif revient au privé et le non lucratif revient à l'État. S'occuper d'une formation alors que nos concurrents ne le font pas impose des coûts supplémentaires sur le court terme, mais très rentable sur le long terme. Si la plupart des structures sont non lucratives et reviennent à l'État, donc à la collectivité, comme l'école, on pourrait aussi faire payer l'école. Mais l'école payante est encore un autre plan sur lequel vont se produire des inégalités. Il existe en France des bourses pour rééquilibrer la balance, mais certaines prépas ou certains stages peuvent être très chers. De plus, le cadre familial et les autres proches peuvent apporter des connaissances supplémentaires pour maximiser les chances de réussir une école prestigieuse. C'est la part de la reproduction des élites au sein même de notre éducation nationale. Face à toutes ces imperfections, il existe de nombreuses solutions. Radicales, comme les revendications de mai 1968, qui étaient la suppression du bac ou sa diminution au rang de brevet informel, l'accès aux études supérieures gratuitement et sans le bac, et l'invention de nouvelles notations plus collectives, avec la mise en avant d'autres motivations que les notes et la classe supérieure, et même des allocations pour aider des salariés à continuer à vivre tout en reprenant une formation. Ou alternatives, comme les cours publics ouverts à tous, les associations, ou l'entraide pour que les plus avancés aident les plus lents à comprendre plutôt que de passer à la suite du programme. Il existe donc énormément de moyens de transmettre le savoir. Il ne nous reste plus qu'à les mettre en œuvre, mais la transmission passe d'abord en s'exprimant, puis surtout en écoutant.